Améliorer les choses en restant dans un monde qui utilise de la monnaie est-il possible? Si l'humanité ne comprend pas l'équation qui suit, elle se condamne peut-être à mort. Modélisons un monde idéal avec de la monnaie, où personne ne perd, personne n'est exclu, tout le monde a accès à ce dont il a besoin. Dans cet exemple, pour simplifier l'équation, il y a d'un côté 3 producteurs de biens et de l'autre un commerçant chargé de transporter les biens des autres à chacun. Le prix est de 1, une unité monétaire pour une unité produite. Cela simplifie l'équation de départ. La situation peut donc s'écrire sous cette forme. Ça fait peur comme ça, mais voyons le détail. Le début de l'équation représente les producteurs, l'argent qu'ils gagnent et qu'ils dépensent. La fin de l'équation représente le commerçant, l'argent qu'il gagne et l'argent qu'il dépense. Et à la fin, on a égal 0. Pourquoi égal 0? 0 ne veut pas dire c'est nul. C'est égal à 0 car le but recherché est qu'on soit dans un monde équilibré, un monde où il n'y ait ni perte ni bénéfice fait sur le dos de quelqu'un, un monde équilibré où chacun a tout ce dont il a besoin. Et 0 est l'équilibre entre les charges monétaires, ce qu'on a à payer, et les produits monétaires, nos revenus. Donc, le 3, au début de l'équation, est le nombre de producteurs. 3 multiplié par ce que gagne et dépense chaque producteur. Le 3x représente l'argent que gagne le producteur avec la vente de 3 produits. Parce que dans notre exemple, il y a 3 producteurs, mais un producteur ne se vend pas à lui-même sa production. Le 3x représente donc les 3 objets qu'il va vendre au commerçant pour satisfaire les 3 personnes qui ont besoin de ce qu'il produit. 2 aux autres producteurs, plus 1 aux commerçants. 2 plus 1 égale 3. Formidable. Le moins 2x plus 50% est le prix que doit payer chaque producteur en passant par le commerçant pour payer sa consommation. Le plus 50% étant la marge du commerçant pour qu'il ait de quoi se payer sa consommation personnelle. Ensuite, les 9x achetés par le commerçant aux différents producteurs sont les 9 produits qui vont être consommés par le marché dans sa globalité. Et le 6x plus 50% représente les ventes aux différents producteurs. 6 étant les 2 unités multipliées par les 3 producteurs, plus 50% qui est sa marge pour atteindre l'équilibre entre les charges et les revenus. Attention, faire une marge ne doit pas être confondu avec faire au final des bénéfices. Faire une marge, c'est appliquer une surcote, c'est juste une somme en plus du prix d'achat. Cet exemple décrit donc le monde monétaire parfait pour 3 producteurs et un commerçant, où personne ne manque de rien, où personne ne fait de bénéfice sur le dos d'un autre. Car un bénéfice, on le rappelle, c'est mettre de l'argent de côté. C'est épargner pour différentes raisons, mais c'est devoir prendre la part d'un autre. Et la formule du monde monétaire équitable nous confirme implicitement ce déséquilibre. Car que se passe-t-il lorsqu'un des producteurs veut prendre plus d'argent à l'autre en montant son prix? Les autres devront payer plus cher sans avoir les moyens de payer plus cher. Dans cet exemple de base, la marge du commerçant est de 50%. Une marge fixe qui est fonction de la proportion entre le nombre de producteurs et le nombre de commerçants. S'il y a plus de producteurs, ce pourcentage baisse. S'il y a plus de commerçants pour le même nombre de producteurs, ce pourcentage augmente. Ici, avec le prix de une pièce de monnaie, on a un prix d'achat de 1 unité au producteur. Et le prix de revente est de 1,5 pièces de monnaie. C'est ainsi qu'on obtient l'équilibre parfait. Mais il faut que la formule de l'équation permette de changer cette marge en fonction du nombre de producteurs et du nombre de commerçants, car il n'y a presque jamais la proportion de 3 producteurs pour 1 commerçant. On a donc 3 inconnus, 3 paramètres qui doivent évoluer. X, le prix d'achat au producteur, Y, le nombre de producteurs, Z, le nombre de vendeurs commerçants. Ne lâchez pas l'affaire, la phrase suivante peut vous paraître totalement débile, mais je vous assure que l'avenir du monde dépend de votre compréhension de cette formule. Dans la formule de base, je dois maintenant placer une formule qui permet de calculer automatiquement le prix de vente pratiqué par les commerçants aux producteurs. La voici. X est le prix d'achat au producteur auquel on ajoute la marge.
Comment calculer une marge? Une marge, c'est un pourcentage, c'est-à-dire un coefficient multiplicateur. Il faut donc établir la proportion entre deux consommations. La consommation achetée par les commerçants par rapport à la consommation achetée par les producteurs. Mais comme les producteurs n'ont pas à acheter ce qu'ils produisent, car ils sont en autoconsommation, qui ne passe pas par le marchand, il faut enlever 1 sur le nombre à multiplier. Cette formule pour calculer le prix de revente doit maintenant remplacer celle qu'on avait dans la première formule de base, qui était faite spécifiquement pour notre exemple de 3 producteurs pour un commerçant. Ça fait peur, hein? En fait, il n'y a pas de raison. Il faut juste éviter de voir ça comme une montagne, et au contraire, prendre les éléments un par un. On ne s'arrête pas là parce que nous ne sommes toujours pas des incapables et des minables en mathématiques. On va maintenant faire en sorte que cette équation fonctionne, quel que soit le nombre de producteurs et quel que soit le nombre de commerçants. Je remplace donc un nombre de producteurs Y et un nombre de vendeurs commerçants Z. Y et Z remplacent les 3, 2, 9 et 6 qui étaient les chiffres dans mon équation de départ. On obtient donc ceci. D'un côté, la comptabilité générale de tous les producteurs et de l'autre, la comptabilité générale de tous les commerçants. Y, le nombre de producteurs, Y-1 plus Z est le nombre de produits à fabriquer pour la revente pour chaque producteur, qui équivaut à son chiffre d'affaires. Ensuite, on calcule les dépenses d'un producteur. Y-1, le nombre de producteurs moins le 1 de son autoconsommation. Le reste, c'est la partie pour calculer le prix de revente par les commerçants, comme expliqué précédemment. Et de l'autre côté, on calcule le nombre de produits à mettre sur le marché. Donc, on calcule la consommation des marchands, plus la consommation des producteurs. Autrement dit, on calcule le marché global, auquel on soustrait ce que paieront les producteurs pour obtenir ce que les marchands ont acheté. N'hésitez pas à revenir en arrière dans la vidéo si quelque chose n'est pas clair. Ceci est donc l'équation d'un monde monétaire parfait. On peut changer le nombre de producteurs et de commerçants, mettre le prix de vente des producteurs que l'on veut, et la marge se calcule automatiquement pour équilibrer le tout, pour qu'au final, on ait l'égal à 0 de l'équité. Que peut-on conclure avec cette formule? Énormément de choses. Que oui, il est possible de faire un monde équitable, social et solidaire, quel que soit le nombre de producteurs, le nombre de commerçants et le prix qu'ils donnent à leur production. Formidable! Évidemment, vous aurez noté tous les raccourcis de cette équation, car cet équilibre est totalement inadapté à la réalité du terrain, parce que les acteurs économiques n'ont pas tous les mêmes consommations, parce qu'ils ont un nombre d'enfants différents, parce que les personnes à la retraite ne produisent rien et ponctionnent d'une manière non équilibrée, parce que si l'un des acteurs fait un emprunt, il faut qu'il trouve de l'argent qui n'est pas sur le marché pour rembourser les intérêts, parce que si quelqu'un va vendre sur un marché extérieur, ça veut dire qu'il va déséquilibrer le marché où il va prendre cet argent, etc., etc. Vous noterez aussi que dans cette formule, les commerçants ne sont pas en concurrence. Ils doivent acheter en groupe et revendre en groupe. Sinon, il y a de nouveau destruction des équilibres de revenus. Dans la réalité, il y a également les impôts censés réparer des injustices sociales par la redistribution. Or, si un impôt n'est pas strictement identique pour tous, avec chacun gagnant la même chose, l'impôt déséquilibre la structure entière de la société économique monétaire et renforce la guerre économique. Les impôts contribuent donc à l'effet inverse de la redistribution. Ils créent des injustices sociales. Attention, ceci ne veut pas dire que pour que tout aille mieux, il faut supprimer les impôts ou les rendre identiques dans un monde où tout est déjà faussé par les héritages, par les capacités humaines différentes, etc. Non, la conclusion est, même avec des impôts, il est impossible de rendre juste et équitable un monde monétaire. Le monde monétaire est en déséquilibre permanent, en crise permanente, mais ce qui fait qu'on a l'impression que durant certaines périodes ça va mieux, c'est juste parce que pour nous ça va mieux, en oubliant de voir que notre mieux est issu du déséquilibre qu'on a provoqué ailleurs. Pour faire du bénéfice,
Il faut le faire sur le dos du voisin plus ou moins éloigné. Exemple, quand l'Allemagne gagne, vend chez les autres, c'est forcément au détriment de l'industrie d'autres pays. Et recentrer sur le local donne l'impression de sauver le système. Mais ça ne résout absolument rien, car l'argent dont on a besoin pour payer les choses en plus doit être pris sur les marchés des autres, c'est-à-dire à l'extérieur. Le marché local ne suffit jamais. Certains pourraient penser qu'il suffit d'injecter dans le système plus d'argent pour résoudre le problème. Mais c'est une illusion totale, car la monnaie reste un outil basé sur la rareté relative. Si cette monnaie n'est plus rare, parce qu'on a injecté plus d'unités, alors la monnaie devient une monnaie feuille d'arbre et perd de sa valeur par l'inflation. Autrement dit, en injectant plus de monnaie sur un marché, au lieu d'avoir 1 comme prix dans l'équation de base, les prix seront de 2, 3 ou 4, etc. Et rien ne s'améliorera. On sera toujours prisonnier des paramètres liés à l'usage de la monnaie. Lorsqu'on n'utilise pas cette équation simple montrant comment on peut obtenir un monde équitable tout en utilisant de la monnaie, on ne se rend pas compte de l'absurdité de vouloir un monde monétaire équitable, inconscient des problèmes fondamentaux intrinsèques à tout système monétaire. On ne comprend pas car tout est noyé dans les données parasites et extrêmement complexes, des prix différents, des consommations différentes, des coûts différents, des impôts et des services publics différents, etc. Et on croit à tort que si on a des problèmes, c'est de la faute des autres. Cette équation est la preuve qu'il y a incompatibilité entre notre volonté de vouloir un système monétaire équitable et harmonieux et sa transposition dans la réalité. Et contrairement aux croyances de certaines personnes, la monnaie est même ce qui fait la guerre, ce qui engendre la rareté artificielle des biens et services pour maintenir des prix rentables. L'abondance faisant écrouler les prix, il est plus rentable de laisser pourrir une récolte que de la ramasser à perte. Et elle est la source de misère, de manque, parce que c'est aussi un outil d'exclusion. Vous avez de la monnaie, vous pouvez prendre, vous n'en avez pas assez, vous êtes exclu. Construire une société sans monnaie, ni échange, ni troc ne fera pas disparaître la guerre et la violence par magie, non. Mais la guerre ne sera plus le fondement de la société humaine, et ça change tout. Car placer des humains dans un système où la guerre économique est obligatoire, et ces humains se feront la guerre. Ils se seront adaptés à leur environnement. Placer des humains dans un système où la coopération réelle est facteur de survie de tous, et la guerre devient juste l'expression d'une infériorité mentale momentanée liée à l'inconscience des mécaniques de la violence. Or, cette infériorité mentale momentanée se soigne par la connaissance qui amène à la conscience. Transmission de connaissance qui n'est plus soumise à des coûts financiers, ni à l'intérêt à ce que l'autre ne sache pas pour le manipuler et ainsi mieux lui vendre ce que l'on veut. Et comme déjà dit précédemment, l'autre cause de la guerre est le manque. Or, un système monétaire a besoin de créer des manques pour maintenir des prix. Si un produit ou une ressource est trop abondante, elle ne vaut plus rien monétairement. Le monde de la monnaie n'a aucun intérêt à produire suffisamment pour tous. Créer de la misère, créer du manque est au contraire très intéressant pour faire du commerce, faire des ventes. C'est le principe de la publicité. Générer du désir, même si c'est basé sur des gadgets et de l'illusion. Créer le manque a existé dès le début du commerce, de l'utilisation des échanges. Exemple, la guerre des épices et du caoutchouc, où les producteurs marchands condamnaient à mort toute personne qui donnait les graines à des concurrents. Dans une société post-monétaire, une société de l'accès, le manque est toujours un danger car il génère toujours des frustrations. Mais il n'y a plus besoin de publicité permanente pour vendre, et donc plus besoin de maintenir ses semblables dans la frustration. Et une société de l'accès n'a aucun intérêt à s'organiser pour créer le manque, facteur de guerre. Au contraire. Et donc ça change tout. Une société post-monétaire, c'est l'accès libre aux connaissances, et il en découle un accès libre aux biens et services. Cette équation est donc l'unique moyen actuel de rendre pleinement conscients les humains de la nocivité d'un système monétaire. Avec cette preuve mathématique, qui pourrait encore, en conscience, participer à une société monétaire?
Qui peut accepter de continuer à être un rouage dans un tel système produisant la haine? Construisons plutôt la suite. Pour construire la suite, deux paramètres sont essentiels. Tant que vous n'aurez pas assimilé, conscientisé la formule qui prouve que l'équité est impossible dans un système monétaire, vous serez tenté de revenir vers un système monétaire, en croyant qu'on peut le soigner, améliorer les choses, que c'est le moins pire des systèmes, etc. Stop. On ne met pas des sparadraps pour empêcher le Titanic de couler. Pire, essayer de mettre des sparadraps, c'est faire perdurer encore plus longtemps le système qui détruit l'environnement et les humains. Deuxième paramètre, tant que vous n'aurez pas étudié différentes approches de la psychologie, différentes philosophies, différentes méthodes d'apprentissage, de pédagogie, vous continuerez de croire, à tort, que si l'humanité s'autodétruit, c'est de la faute de la nature humaine. C'est préétabli. Mépriser ainsi l'apport des connaissances est nocif. Alors apprenons différentes approches de la psychologie, de la philosophie, et apprenons à apprendre. L'avenir ne dépend donc que de vous et de vos capacités. Alors augmentez-les, maintenant ou jamais.